Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon topo de l'année 2023, les 10 ouvrages qui sont venus faire vibrer mon cœur au courant de la dernière année. 10 livres qui proviennent pas nécessairement de l'année 2023. Certains ouvrages ont quelques années derrière la cravate, mais que j'ai découvert au courant des 12 derniers mois, que j'ai lus, que j'ai dévoré, que j'ai fait jouer. Vous allez voir, il y a un peu de tout pour tous les goûts, à toutes les saveurs. Et je suis vraiment très content en fait de vous présenter ça. Vous allez voir, ceux qui m'écoutent présentement, vous avez peut-être remarqué, j'ai peut-être une voix un peu rocailleuse. J'étais assez malade au courant des dernières semaines. J'ai perdu la voix pendant plusieurs jours. Mais là, je reviens en force et je suis de nouveau présent, prêt au combat pour vous présenter ces 10 coups de cœur. Et on commence ainsi avec le numéro 10. Il s'agit de Into the Weird and Wild, un livre de Wet Ink Games qui est fait par M. Charles Ferguson Avery, très beau nom. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un top 10 du mois, il me semble. Vous allez voir, il y a quelques ouvrages qui vont revenir qui proviennent de ces fameux top 10 parce que je veux pas, c'est des ouvrages qui ont marqué à différents moments au courant de l'année. Mais celui-ci, je voulais tout de même y revenir parce que, pour vrai, c'est une incroyable boîte à outils pour tout ce qui touche et tout ce qui concerne le bois, la forêt, l'espèce d'horreur un peu folk horrifique dans lequel le danger se cache dans la verdure. La forêt représente une menace et c'est un ouvrage qui est un peu, pas système diagnostic, c'est un système neutre, c'est-à-dire un genre de mécanique d'éveil pour pouvoir générer aléatoirement différentes choses qui sont en lien avec la forêt, les dangers qui y vivent. Vous allez voir, c'est très... si jamais vous avez l'occasion... Oui, quand je mentionnais que j'ai un petit peu de difficulté, mais tout de même, je réussis à m'en sortir. Je ne vais pas pour autant mourir devant la caméra, mais ce serait dommage, hein, parce que personne ne pourrait arrêter cette vidéo. Mais oui, c'est ça. Un super, super ouvrage si vous avez l'intérêt de donner une couche de difficulté supplémentaire à tout ce qui se déroule dans la forêt. Pour vrai, jetez un coup d'œil à ça, ça vaut de l'or en barre. C'est beau en plus. Tout est vraiment super bien illustré, les dessins sont de toute beauté. Juste pour vous montrer un peu, là, mettons que je suis capable d'ouvrir une page sur quelque chose. À voici Ravager. Je me rappelle pas du tout qu'est-ce que ça concerne, mais juste pour vous montrer un peu le style d'illustration à l'intérieur en noir et blanc, super bien calqué avec des beaux traits, très menaçants, très sombres aussi. Ça parle des dangers dans les bois. Beaucoup de tables aléatoires, des objets magiques, des règles alternatives pour les déplacements dans les espaces sauvages. Vrai, gros coup de cœur. Jetez un coup d'œil à ça, ça vaut la peine. Into the Weird and Wild. Mon numéro 9, j'ai eu l'occasion en 2023 de me procurer et d'essayer pour la première fois officiellement le jeu de Delta Green. Et là, c'est vraiment, on est très loin du OSR dont je parle souvent sur la chaîne ou d'autres ouvrages un peu plus minimalistes. Delta Green, c'est gigantesque. C'est une grosse boîte massive contenant 2 livres, un pour le maître de jeu, l'autre pour le maître de jeu et les joueurs. Et mon Dieu que j'ai tellement aimé ça, ça a tellement été une belle révélation pour moi. Je savais que j'allais aimer ça. Je savais déjà d'avance que j'allais avoir un amour particulier pour Delta Green. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'une organisation un peu illégale selon certains moments dans l'histoire, parfois légale, qui a été dissoute, qui a été remis à l'ordre et qui existe dans l'univers alternatif de H.P. Lovecraft. Sauf que ça se déroule aujourd'hui et non dans les années 20. C'est à l'époque moderne, les années 90, mais aussi aujourd'hui pour la version la plus récente. Et c'est vraiment tout ce qui touche plus conspiration, ordre mondial, secret caché, utilisation des nouvelles technologies. Et les personnages vont incarner des agents de Delta Green, cette espèce d'agence gouvernementale qui vont tenter de résoudre justement des mystères un peu partout aux 4 coins du monde et sur le territoire américain. C'est juste tellement bien fait, c'est juste tellement bien écrit, tellement aussi très beau. Et visuellement, les illustrations sont incroyables. C'est vraiment une touche moderne, mais aussi en même temps très, très abstraite lorsque vient le temps de présenter certaines créatures ou certains monstres. J'ai énormément apprécié ma lecture de ces ouvrages-là et de le faire jouer. Ça utilise un système de dessin qui est un peu différent de l'appel de Cthulhu classique et qui va avoir certaines twists pour certaines utilisations de la santé mentale, entre autres, puisque les relations dans dans cet ouvrage-là sont quand même assez importantes et elles peuvent avoir une influence sur la réussite ou l'échec justement, de la santé mentale des personnages. Fait que pour vrai,
gros coup de cœur. Ça coûte un certain montant. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, le coffret il est quelque chose, mais il est disponible par contre. Il est disponible au Québec. Vous pouvez le procurer dans certains détaillants. Je pense que les Tours Ludiques l'ont encore en stock. Je vais mettre en fait les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. En Europe, je ne sais pas du tout où est-ce que ça peut s'acheter par contre. Et ce n'est pas disponible en français par contre. Ça existe seulement en anglais pour cette version-ci, même si les éditions Sans Détour avaient sorti à l'époque quelques ouvrages sur Delta Green que j'ai encore quelque part dans mes boîtes. Et sincèrement, si vous êtes un peu amateur, amatrice de tout ce qui touche conspiration, époque moderne, on vous dirait film d'espion, film de thriller un peu plus et enquête, alors que le problème est justement le danger est beaucoup plus grand que le contexte humain, eh bien, ça pourrait vraiment vous intéresser. Jetez un coup d'œil à ça. Delta Green, un incroyable jeu qui est moins une boîte à outils plus que vraiment un jeu complet. Mais pour ma part, moi, j'ai adoré ça. Que ce soit pour l'animer tel quel ou pour m'inspirer pour des scénarios, parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont disponibles, que vous pouvez acheter en ligne. Du moins, tous ceux que j'ai lus, c'était de la pure bombe, de la très bonne qualité. Mon numéro 8, malheureusement, je ne l'ai pas actuellement dans les mains. Il est encore dans une boîte quelque part entre chez moi et l'océan Atlantique. Et il approche, il s'en vient. Éventuellement, il va débarquer sur mon pas de porte. Il s'agit de Warp Beyond Recognition pour Mothership, qui est une aventure que j'ai déjà parlé en fait dans un de mes plus récents top 10 du mois. Et ça m'a vraiment renversé. J'ai tellement trouvé ça bon comme module pour plein de raisons. Je ne vais pas refaire mon long speech d'amour que j'ai fait à ce jeu-là, ce module-là, lorsque j'en ai parlé préalablement. Mais c'est un contexte où vous êtes engagé, Mothership, jeu d'horreur, de science-fiction dans l'espace, j'en ai déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne, et dans Warp Beyond Recognition, vous êtes engagé pour aller investiguer un vaisseau qui est réapparu dans l'espace connu, à disponible, vous le savez qu'il est là, et vous devez aller voir qu'est-ce qui s'y passe, parce qu'il a disparu pendant un certain temps, et maintenant il vient de réapparaître, et c'est un vaisseau qui, en fait, étudiait justement la technologie pour les déplacements entre, on dirait, la technologie de déplacement subliminée qui est entre l'espace-temps, utilisant les trous noirs et tout ça. Et à l'intérieur du vaisseau, en fait, il y a plusieurs, personnes qui subissent des cobayes, qui subissent des expérimentations et qui ont développé justement avec le temps des capacités extrasensorielles, psychiques, télépathie, télékinésie, bref, on voit vraiment l'image. Et ils ont en fait pris le contrôle du vaisseau. Ils ont tué la majorité des personnes qui sont à bord. Et vous, maintenant, lorsque vous arrivez, vous devez trouver une manière de gérer ça, de possiblement les ramener en vie parce qu'ils valent un certain montant. Ou si vous êtes vraiment sans scrupules, y aller à fond léon et tous les tuer, si vous êtes capable, bien sûr. Et pour vrai, super module de Mothership, ça m'a vraiment marqué. Je trouve que c'était super bien écrit, c'était super clair, c'est super beau. Tout est dans ce module. En fait, c'est vraiment le type de module que je considère parfait, un 10 sur 10 en termes de tout ce qui englobe l'information, ce qui est affiché, comment le prendre en main, les personnages en joueurs, les règles qui ont été rajoutées pour le concept de ce module-là précisément. Si vous êtes un peu fan du sci-fi, horrifique, spatial, Mothership et autres jeux de ce genre, jetez un coup d'œil, ça pourrait vous intéresser. Warp Beyond Recognition, actuellement, vous pouvez l'acheter en PDF, je pense pas qu'il est encore disponible physiquement, mais j'ai bien hâte de le recevoir. Je vais assurément partager des photos de la version physique lorsque je vais l'avoir. Numéro 7, il s'agit de Fist, Claymore plutôt, Ultra Édition que j'ai présentement dans les mains. Fist qui est un gros jeu bonbon de l'année en termes de... C'est facile à animer, c'est facile à jouer, ça se reprend, ça se comprend sur le coin d'une table, c'est frénétique, c'est violent. Pour vrai, je pourrais être sous-mort, être bourré de pilules, en train de mourir à l'hôpital, que je serais capable d'animer le jeu-là parce que justement, c'est tellement facile et aisé à prendre en main. Il y a d'une simplicité telle. Et l'ouvrage en soi, en bonne partie, puisque le système est d'une simplicité, là, c'est 2d6 et plus un modificateur d'une caractéristique et c'est tout, avec une réussite basée sur le 10 et plus de réussite. 7 et 9, c'est une réussite mitigée et 6 et moins, c'est un échec, un peu comme un Power by the Apocalypse. Et le reste de l'ouvrage, en fait, c'est des tables. C'est des tables aléatoires pour générer plein de choses. Dans Fist, en fait, vous incarnez un groupe de mercenaires à une époque moderne, un peu comme à la Delta Green, sauf qu'on est beaucoup plus
c'est beaucoup plus frénétique, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus proche de, je dirais, un mélange entre X-Files et Hellboy. Alors que le Delta Green, c'est très X-Files. Là, vous pouvez jouer quand même des bestioles qui ont quelque chose d'un peu humain, mais pas trop, et qui peuvent enclencher, mettre en place des capacités super puissantes pour pouvoir annihiler vos ennemis. J'ai fait plusieurs parties, j'ai même fait une partie, il était genre, je pense, 2h, 3h du matin, et ça a été comme numéro 1 parce que justement, c'est juste du gros fun. C'est du blockbuster, c'est un jeu de rôle blockbuster par excellence. Si vous voulez tester quelque chose de très simple, si vous voulez trouver une alternative pour pouvoir justement jouer dans un monde moderne où vous êtes des agents, des mercenaires qui vont régler différentes situations autour du monde, Fist est vraiment une très belle alternative. Et en plus, la communauté en ligne est vraiment très cool. Beaucoup de suppléments gratuits, beaucoup de suppléments payants qui coûtent très peu cher et qui ne sont pas du tout onéreux. Et là, il y a eu une campagne de financement pour une version, on va dire, de luxe en quelque sorte, mais cette édition-ci, la Ultra Édition, qui est l'ouvrage de base, est toujours disponible sur le site de Claymore. Vous pouvez aussi l'avoir en PDF. Je vais mettre bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo. Mon numéro 7, Fist. Mon numéro 6, je ne l'ai pas non plus encore physiquement. Il est également aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo, quelque part dans une boîte en train d'arriver jusque chez nous. J'ai bien hâte de la voir. Il s'agit en fait de Shadow Dark. Shadow Dark, j'en ai parlé dans une longue vidéo cette année, comme quoi c'était une très belle alternative, un merveilleux entre-deux mondes pour les gens qui sont fans des jeux plus modernes, mais qui voudraient tester le old school sans pour autant vraiment tomber dans le old school. C'est fait par Kesley Dion, qui est une créatrice, auteur, game design, qui a vraiment voulu épurer la 5e édition en quelque sorte, mais aussi un peu d'autres versions de Donjons Dragons à son strict minimum, sans pour autant que ce soit trop simple. Oui, le jeu est quand même assez minimaliste, mais c'est pas non plus bare bone, comme on va dire. C'est pas vraiment non plus. C'est pas comme Troika, qui demeure très, très, très minimaliste. Il y a un peu plus de chair autour de l'os dans Shadow Dark, et ça se veut très dangereux. C'est du OSR dans son esprit. Les personnages vont aller explorer des donjons humides, allumer des torches, devoir compter, en fait, calculer le temps pour leurs torches parce que les torches ont une durée de 1 heure dans la vraie vie. Et ils vont expérimenter différents dangers, trouver des trésors, mourir, devoir recommencer. Le tout utilise un système d'évents avec des caractéristiques qui sont identiques à la 5e édition. Et ça prend en fait une simplicité de la 5e édition, c'est-à-dire les avantages, désavantages, des bonus pour pouvoir atteindre un niveau de difficulté, classe d'armure ascendante, donc 10+, avec quelques classes, quelques origines, quelques capacités spéciales selon la classe que vous incarnez, de la magie pour les magiciens, bien sûr, et clérics. Et c'est très, très modulable. Vraiment facile à prendre en main, à modifier, à changer, à incorporer des nouvelles règles à l'intérieur. Et ça a été une gigantesque bombe lorsque c'est sorti en campagne de financement. Ça a défoncé 1 million très rapidement. Et c'est devenu en fait vraiment un incontournable pour plusieurs personnes. Et sans nécessairement dire que c'est mon jeu préféré, ce que je trouve vraiment admirable avec Shadow Dark, c'est que c'est un incroyable produit, je trouve, lorsque vient le temps de faire essayer autre chose, justement, à des fans de la 5e édition qui veulent explorer d'autres options, mais qui ne veulent pas non plus tomber dans des espèces d'acronymes BX, BECMI, tout ça, sans vraiment devoir se faire expliquer de loin en large les différences entre tel ou tel système. Ils veulent quelque chose d'un peu plus clé en main, qui va avoir des référents faciles, qui va avoir une compréhension facile, et qui a une approche quand même assez moderne. Shadow Dark est une super belle option. Et ce que je trouve très cool aussi avec Kesley Dion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme 1001 rôlistes sur la Terre qui doivent avoir dans leur disque dur une version très semblable d'un jeu qui doit ressembler à Shadow Dark, mais qui n'ont pas mené à terme ce projet-là par manque de temps, par manque de volonté, par 1001 raisons. Et elle, bien, elle l'a fait. Parce que pour vrai, c'est vraiment pas révolutionnaire. 0 pin bar. C'est vraiment seulement bien filtré. C'est du filtrage qui a été fait dans la 5e et qui a donné ce produit-là, qui a été fait dans le cœur de ce qu'on appelle Donjon Dragon, retirer plein de choses, rabouter quelques éléments ensemble. Ça a donné Shadow Dark, un jeu qui fait du sens du début à la fin et qui aurait pu être conçu par plein d'autres personnes, je pense. Mais elle a mené son projet à terme, ce qui est, selon moi, admirable. Donc, pour vrai, oui, Shadow Dark, très très cool révélation, qui
donne vraiment envie de faire, en fait, de le faire jouer à des gens qui ne connaissent pas encore la beauté et le danger de l'OSR. Mon numéro 5, il s'agit de All Breach. Je l'ai ici dans mes mains, petit ouvrage, mais en fait, quand même, ouvrage assez épais pour un livre de Mothership non officiel, qui a été fait par des gens qui ne travaillent pas pour la compagnie de Tuesday Night Games, ceux qui font Mothership, et qui, en fait, est un compendium un peu à la NOC pour l'OSR. All Breach, c'est un compendium de plein d'éléments qui sont utiles pour Mothership. Donc, des aventures, des règles optionnelles, même un hack complet. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait capoter dans All Breach. Il y a un jeu complet à l'intérieur de ce petit ouvrage-là qui reprend au complet Mothership, mais qui le twist. Il fait un 180 degrés. Et au lieu de jouer, en fait, les humains qui tentent de survivre aux menaces de l'espace, eh bien, vous jouez des extraterrestres qui tentent de survivre aux menaces de l'humain. Vous jouez des espèces de... Non, mais vous ne jouez pas des petits bonhommes verts avec des petits rayons laser dans leurs mains. Vous jouez des créatures horribles, des espèces d'amas de chair qui se déplacent. Un peu comme le jeu vidéo Carillon. Je ne sais pas si vous avez... Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Une espèce de créature qui sort d'un centre d'expérimentation puis elle va se déchaîner dans le laboratoire. C'est un peu comme ça. Vous jouez des monstruosités qui tentent de survivre le plus longtemps possible face au danger le plus mystérieux de l'univers, l'homme. Et c'est une des multiples choses qu'on trouve à l'intérieur de All Breach qui en fait, selon moi, un ouvrage incontournable pour toutes les gens qui aiment la sci-fi et l'horreur, donc la sci-fi horrifique. Et à l'intérieur, holy boy que c'est beau, tout est un peu à la NOC, ça va un peu dans tous les sens en termes de qualité visuelle, en termes de texture, en termes de teint, de couleurs et tout ça, c'est vraiment tous des artistes différents qui ont travaillé pour les illustrations, les plans de cartes et tout ça, mais en même temps, il y a tellement une belle cohésion, tout est très bien quadrillé, on dirait comme un manuel d'instruction que tu prendrais un peu rétro-futuriste dans un film comme Alien, mettons, qui ouvrait un ouvrage pour voir comment fonctionne le vaisseau, ça pourrait ressembler à l'intérieur de All Breach. Donc, vraiment, gros coup de cœur. Et en plus, le livre, je ne vais pas vous le sortir parce que ça fait un boucan d'enfer, mais lorsqu'on a acheté... en participant à la campagne de financement, il y avait un petit ziploc comme ça qui venait, qui est comme le Executive Breach, avec dedans à l'intérieur plein de petits suppléments cool, comme un signet de référence pour All Breach. Il y a une nouvelle classe qui est proposée pour le jeu de Mothership, c'est l'espèce de classe de le corpo, la personne corporative, comme on peut voir dans le jeu de rôle d'Alien. J'ai aussi un sticker, j'ai une patch, j'ai plein de petits gugus, plein de petites machins qui font juste faire en sorte que ça rend l'expérience un peu plus plaisante, alors que même à la base, elle est déjà excellente. Mon numéro 4 est un ouvrage dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit de Haunted West, que j'ai reçu au courant de l'année 2023, que j'ai lu en partie. C'est pour ça non plus que je n'en ai jamais parlé, parce que c'est un sacré gros bouquin. Pour les personnes qui nous écoutent en audio, vous ne pouvez pas le voir, mais ça fait un peu plus de 800 pages. Cette grosse brique qui est à la fois un jeu de rôle complet et aussi également une immense boîte à outils pour émuler le genre Weird West. Le Weird West, c'est le Far West étrange, le Far West dangereux, à la Weird Frontier, à la Deadlands, à la Frontierscom un peu, même si ça c'est un peu plus du acid fantasy. Mais Haunted West, c'est un historical weird western. C'est comme ça qu'ils l'ont décrit, parce que oui, l'ouvrage a quand même, on va dire, la bonne intention de donner une parole à des personnes qui ont eu une importance au courant, on va dire, de l'époque du Far West, et de les remettre un peu en lumière, de les mettre sous les projecteurs, voir un peu quel regroupement d'individus, quel individu précisément, on dirait, personne mémorable de cette époque-là a pu accomplir. Mais bien sûr, on est dans le Weird West, l'histoire elle est twistée, elle est tordue, elle est changée, elle est modifiée, mais un peu à la sauce que vous le voulez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool dans cet ouvrage-là, c'est que vous pouvez y aller très étrange, vous pouvez y aller un peu moins étrange. Il y a comme différentes gradations de à quel point tu veux que ton Far West étrange soit bien particulier, à quel point tu veux qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent du ciel puis qui se mettent à lancer des lasers, ou tu veux que ça soit un peu plus horrifique, avec peut-être quelques monstres, ou même, à la limite, quand même assez réaliste. Il y a manière de faire. Et c'est immense, mon Dieu, le stock. En fait, c'est un peu ça que je trouve difficile avec cet ouvrage-là. Oui, je le mets dans mon top parce que je trouve ça incroyable comme travail.
Et à la lecture, c'est fourni, il y a du stock à lire et à consommer, à comprendre. Mais j'en ai pas encore parlé sur la chaîne parce que justement, c'est beaucoup à avaler, c'est énormément à assimiler, à analyser, à comprendre, à prendre des notes. C'est vraiment un gros pavé, mais qui a vraiment un souci du détail assez incroyable. Et si le Ouest étrange, c'est un thème qui vient vous chercher, c'est vraiment un ouvrage très incontournable pour ça. C'est un livre qui est incontournable parce que vous avez absolument de tout. Autant pour les technologies interdites que justement les créatures de l'Ouest étrange, que, on va dire justement les légendes, les mystères, les choses qui sont un peu plus vraies, qui ont été comme, ben pas vraies, mais tu sais, les cryptiques, la cryptozoologie de l'Ouest étrange, comme le fameux lièvre avec des cornes sur la tête, et autres bestioles de ce genre, avec une possibilité de jouer avec le système de jeu qui est quand même assez touffu. C'est un peu plus complexe que qu'est-ce que je suis habitué également, mais il y a aussi une alternative PBTA, donc un système 2D6 plus modificateur très très simple, très facile à prendre en main. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec cette grosse boîte à outils. Par contre, je dirais c'est pour les collectionneurs. Si vous aimez l'Ouest étrange, je pense que ça peut vous intéresser. Si c'est pas vraiment votre jam ou si vous ne connaissez pas vraiment encore ce type d'ambiance-là, il y a d'autres ouvrages que je conseillerais avant d'essayer. Mais Haunted West, en mon sens, c'est vraiment un incontournable pour ça, pour spécifiquement ce sous-genre-là du fantastique, en quelque sorte, de la fantasy. Donc, pour vrai, oui, vraiment très cool. Fait par l'auteur qui avait travaillé Harlem Unbound, qui est un supplément pour l'Appel de Cthulhu, qui se déroulait justement à Harlem et qui donnait justement une voix aux personnes de Harlem, aux communautés afro-américaines qui ont subi de nombreuses injustices au courant des années. On reprend en fait beaucoup de ces thématiques-là dans cet ouvrage-là, mais justement pour les communautés autochtones, pour les communautés, les immigrants qui sont arrivés aux États-Unis durant la Révolution américaine, durant justement cette espèce de révolution industrielle-là, qui ont travaillé sur les chemins de fer et tout ça. C'est un bel ouvrage, un très très bel ouvrage et je vous le conseille fortement, mais pour les personnes, disons, qui connaissent un peu plus ce type de livre-là. Mon numéro 3, il ne s'agit pas d'un livre de jeu de rôle en soi, mais plus un ouvrage de référence pour celles et ceux qui pourraient trouver ça intéressant comme moi. Il s'agit de Monster, Alien and Hole in the Ground, A Guide to Tabletop Role-Playing Game from D&D to Mothership. C'est un ouvrage qui, comme son nom l'indique, dresse un portrait global de la consommation et des jeux de rôle qui ont été populaires au fil des années 80 jusque dans les années 2010. Et ici, on voit bien sûr Donjons Dragons, les différents suppléments qui ont été marquants aussi pour certains jeux, comme les suppléments qui ont été marquants pour Donjons Dragons ou les univers qui ont été associés à celui-ci comme Dark Sun ou Planescape et autres choses dans ce genre-là. Mais plus on avance, plus on découvre d'autres choses comme la fameuse gamme de World of Darkness et même des ouvrages qui sont beaucoup plus nichés, mais qui ont eu un impact très fort, comme Microscope ou Monster Heart, ou même, bien sûr, Dungeon Crawl Classic. Ils vont en faire mention également. Et étant moi un grand amateur, un grand fan de tout ce qui est encyclopédie référentielle, de référence sur des sujets qui sont très précis, par exemple, j'ai un ouvrage chez 1001 tableaux à voir dans sa vie, ou les 1001 jeux vidéo qui ont marqué ce monde, eh bien, ça me manquait un ouvrage sur le jeu de rôle, où je peux juste avoir le plaisir d'ouvrir une page, puis me dire, tiens, aujourd'hui, je vais lire sur un jeu qui s'appelle Once Upon a Time, sorti en 1994, et donc j'en connais absolument rien. C'est pour les passionnés, c'est pour les collectionneurs, mais moi ça m'a vraiment marqué. C'est un des livres que je suis très content maintenant d'avoir dans mes bibliothèques de jeux de rôle, parce que je trouve que ça pousse un peu plus loin le concept de simplement vouloir jouer, mais aussi d'être intéressé au monde du jeu de rôle en soi. Donc, Monster, Alien and Hole in the Ground, A Guide to Tabletop RPG from D&D to Mothership. Très très bel achat. Mon numéro 2, gros coup de cœur pour 2023 que j'avais reçu, en fait, les versions physiques en 2023, même si je pense que j'ai reçu les PDF en 2022, il me semble, mais là ça commence à être loin un peu, c'est Dragonbane. Dragonbane que j'ai pu tester en 2023 pour la première fois, et wow, quelle belle bombe. Encore une fois, la Free League démontre sa capacité à nous fournir du stock en rafale qui est d'une qualité exceptionnelle. Je pense que Dragonbane va marquer les annales, va marquer les esprits en offrant une alternative intéressante au genre médiéval fantastique. Un genre qui peut-être
pas nécessairement tourner en rond, mais peut avoir de la difficulté, je crois, à se réinventer à mesure que les ouvrages vont sortir. Il faut trouver une manière de se différencier des autres produits médiévaux fantastiques, que ce soit par l'univers, que ce soit par le système et tout ça. Et Dragonbane réussit à la fois à créer quelque chose de très facile à reconnaître, à comprendre, mais qui est à la fois très rafraîchissant, avec une mécanique de roll under en dessous d'un seuil de difficulté qui est défini déjà d'avance par les différentes compétences, par les caractéristiques, par des classes, des races qui proviennent de l'imaginaire de cet univers. Je voyais un canard, entre autres, un wolfkin, une espèce d'homme loup. Et Dragonbane a, pour la première fois, en fait, est maintenant en anglais, alors qu'il était autrefois, je pense que c'est en suédois. Oui, il me semble que c'est en suédois ou une de ces autres langues nord-européennes. Mais un gros pan du monde rôliste européen qui arrive finalement à l'international et qui est maintenant disponible pour tout le monde et qui démontre une richesse et une incroyable adaptation d'un genre médiéval fantastique en nous offrant quelque chose qui est à la fois très thrillant. C'est comme vraiment excitant de jouer à ça. On joue et tu as vraiment l'impression de juste vivre ton aventure sans nécessairement avoir tout le temps peur de mourir au simple coin de rue. Là, c'est pas un jeu OSR. Mais c'est pas non plus un jeu où immédiatement tu es un monstre de force et de dangerosité incroyable. Les monstres sont des monstres. Et les monstres ont des capacités que les joueurs n'ont pas et que les joueurs ne peuvent pas comprendre et qui sont générés selon de manière un peu aléatoire, selon des dés qu'on va lancer lorsque les créatures vont affronter les joueurs, les personnages plutôt. Et il faut réagir à ces dangers-là. Et la fiche de personnage elle est complète, tu as plein de possibilités, tu as plein de capacités. C'est pas minimaliste non plus. C'est juste très bien fait en tout pour tout. Et j'en ai déjà parlé en fait. Vous allez peut-être le voir dans un podcast que j'ai fait avec Pierre-Louis Renaud de la chaîne des Games. J'aime beaucoup en fait le format aussi des aventures de Dragonbane parce qu'elles sont écrites c'est écrit de manière très simple. C'est du bullet point. C'est mise en situation. Tac, tac, tac. On voit c'est quoi le danger qu'il y a là, c'est quoi les cadeaux, les trésors, c'est quoi les différentes créatures qui peuvent s'y trouver, les alliés potentiels. On te donne le strict minimum et tu t'arranges avec le reste. Je trouve que c'est pas du tout envahissant, c'est pas étouffant. On n'a pas l'impression de lire un pavé de 800 pages pour pouvoir juste analyser le fonctionnement d'un scénario. C'est juste efficace. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et la boîte est super belle, tout en couleur. Ça clash. C'est du gros bonbon. J'espère qu'on va en entendre parler plus. Et j'espère qu'il va être traduit en français. Je suis persuadé en fait qu'il va être traduit en français dans la prochaine année, ou du moins ça va être annoncé dans la prochaine année parce que ça a un public à aller chercher et je pense que ça peut gagner en popularité de plus en plus. Et c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Et finalement, mon numéro 1, le premier livre de mon top, l'ouvrage qui m'a le plus marqué en 2023. Et c'est un peu facile à voir venir quand même. Il s'agit de Black Sword Hack de Alexandre Kobayashi et des Mary Mushman. Bien entendu, ça allait être Alexandre Kobayashi qui m'a marqué le plus au courant de la dernière année. Black Sword Hack qui est le Ultimate Chaos Edition, parce qu'elle existait déjà auparavant sur un autre format que j'ai quelque part dans mes boîtes aussi. Plus petit, très minimaliste, avec peu d'images à l'intérieur. Là, on est dans quelque chose de tout en couleur, illustré, bien illustré, avec des belles divisions, des belles images qui représentent des créatures, des lieux, des faux posters, avec une aventure à la fin. Black Sword Hack qui est, selon moi, l'outil par excellence pour émuler le genre... Mon Dieu, comment je pourrais appeler ce genre-là? L'espèce de genre pulp fantasy à la Conan le Barbare, au roman de Elric. On est vraiment dans quelque chose de... Oui, OSR, mais c'est pas non plus trop mortel, dans le sens que les personnages sont compétents, ils ont des capacités, ils sont capables de faire des choses. Et le reste, ça y va tout naturellement. C'est du roll under, lancer dessous d'un seuil de difficulté avec une mécanique des vins. Les créatures, ça se comprend sur un claquement de doigts. L'animation, en fait, c'est surtout ça. L'animation pour le maître de jeu, elle est d'une simplicité à faire peur. Et pour ce qui est du reste, c'est juste du bonbon. C'est des tables aléatoires pour pouvoir générer différentes choses, générer en fait des villes, générer des dangers, générer des monstres, générer des pactes, de la magie, des lieux, bref, tout ce que vous voulez. Tout est compacté dans ce petit ouvrage-là, minuscule, pour pouvoir nous offrir l'expérience ultime en matière de médiéval fantastique, à la sauce pulp, à la old school de ces vieux ouvrages-là de Robin E. Howard et autres auteurs de ces années-là. C'est aussi très modulable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. À la base, c'est du Black Hack
qui est un système de jeu qui peut, comme dit son nom, se hacker comme bon vous le semble. Et ça aussi, j'aimerais vraiment beaucoup voir cet ouvrage-là gagner en popularité dans la prochaine année, parce qu'il va y avoir de plus en plus des petits ouvrages qui vont sortir, faits aussi par les Murray Mushman, des Chaos Creators, comme ils appellent, qui sont des petits zines minuscules pour Black Hack, ou dans lequel Black Sword Hack plutôt, dans lequel il va y avoir des aventures, des aides de jeu et tout le tralala nécessaire pour pouvoir continuer à jouer et à vivre nos expériences au courant, on va dire, de ces territoires, de ces terrains inconnus et dangereux. Mon numéro 1 pour l'année 2023, Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition d'Alexandre Kobayashi et des Murray Mushman. C'est juste incontournable. Je suis persuadé que d'autres personnes vont être en accord avec moi. Je vois souvent des gens poster sur Internet des avis très volubiles, très volumineux et très positifs de ce livre qui ne fait que nous impressionner, malgré justement sa petitesse. Mais chaque page est importante. Vous allez le découvrir par vous-même lorsque vous allez l'acheter. Hey, mon top 10 2023. Je serais curieux de savoir le vôtre. Qu'est-ce que vous a marqué au courant de la dernière année? Quels ont été les ouvrages qui ont été incontournables pour vous? Qu'est-ce que vous attendez un peu pour l'année 2024, même si je vais faire une vidéo sur le sujet également. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a été vos déceptions peut-être. Peut-être qu'il y a des jeux que vous attendiez à grand, mais que finalement ça a été un peu... Et bref, dites-moi tout. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. C'est une belle tradition de partager mes découvertes de l'année. Et je suis très hâte de pouvoir débuter l'année 2024 en force avec des nouveaux livres, des nouvelles possibilités, des nouvelles connaissances, rencontrer d'autres holistes, rencontrer d'autres passionnés comme moi. Et pour les autres, on se dit bonne fin d'année.